Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce H2 Breakfast du 24 octobre 2025. Euh, je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Élodie Boilleux, responsable de l'animation de la filière hydrogène renouvelable au sein de l'agence Bretagne Next, anciennement connue sous le nom de BDI. Je vois une petite coquille qui m'amuse. Là, c'est marqué 24 octobre 2028. Je vous rassure, nous ne sommes pas dans le futur. Voilà. On est juste en 2025. Ce n'était juste qu'une petite coquille. Donc, on va démarrer tout de suite par des informations générales filières. Ensuite, j'aurai le plaisir de donner la parole à Thomas Renard, qui est chargé de suivi de la flotte régionale Région Bretagne pour un plan de présentation global du plan de décarbonation de la flotte bretonne. Ensuite, nous ferons un point avec Monsieur Eric Zwimak, adjoint chef de pôle des territoires au SDIS 56, sur dans la vision du SDIS par rapport aux dangers, aux risques et aux techniques opérationnelles pour gérer le vecteur hydrogène. Et enfin, nous aurons l'occasion de donner la parole à Monsieur Jean-Christophe Allot, qui est conseil en innovation et développement de projets chez Laminac Énergie. Et Monsieur Allot pourra nous présenter donc la technologie EcoPro, qui est un système d'électrolyse injectant de l'hydrogène produit dans des moteurs thermiques existants. Voilà. Et donc, je vous le rappelle un petit peu, d'abord les présentations, 10 minutes chaque intervenant. Ensuite, on aura en toute logique le temps d'échanger avec eux. Je vous invite au moment des présentations à indiquer dans le chat vos questions. Comme ça, les intervenants pourront y répondre au fil de l'eau par message réponse. Et puis, de toute façon, nous avons ce temps d'échange à la fin. Et puis, en toute dernière étape, je me permettrai de vous partager aussi l'agenda des temps à venir sur les prochains mois. Voilà. Donc, je commence tout de suite par les informations générales. Donc, je m'arrête sur ce changement quand même qui concerne BDI, donc, qui est désormais l'agence Bretagne Next. Donc, pour remise en contexte, l'agence Bretagne Next, c'est l'agence de développement économique de la région Bretagne, et donc l'agence qui notamment organise les H2 Breakfast. Et donc, cette agence évolue. Nous allons donc désormais avoir une nouvelle gouvernance avec un nouveau président qui est Loïc Hénaf, conseiller régional de Bretagne. Et puis, pour le reste, l'essentiel des activités de BDI, bien entendu, continue. Et vous avez ici toutes les actions de l'agence sous les noms des grands projets structurants qui sont rassemblés. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez avoir des informations concernant l'évolution de l'agence Bretagne Next et puis sa gouvernance et ses missions. Alors, je prends un petit temps pour vous faire un retour sur les Britannidae, donc, qui se sont tenus alors, j'ai envie de dire 24 et 25 septembre. Pourquoi dès le 24? Parce que dès le 24 septembre, nous avons eu le plaisir d'avoir quelques événements marquants. Et le 25, bien entendu, c'était la journée du Britannidae. Donc, des chiffres pour faire le point sur cette journée qui, pour nous, fut une réussite. Donc, au final, on avait 385 inscrits, plus de 350 personnes présentes le jour J, trois tables rondes avec aussi une séance de pitch, des solutions présentées en intérieur, en extérieur, donc plus de 20 en tout, vous avez pu les voir avec des innovations pour cette édition 2025, avec un bateau, un navire H2 Boracay, des tests avec des maquettes réduites, et puis aussi le plaisir d'avoir les académiques, les écoles qui étaient avec nous pour apporter aussi leur dynamisme et projection dans le futur. Donc voilà, je vous ai mis par exemple, si vous êtes intéressé, un article des Échos qui relaye cette actualité régionale. Donc, un petit focus, je vous évoquais là à l'instant les événements de la veille. Donc, c'était notamment une thèse de démonstration qui a eu lieu le 24 septembre après-midi, organisée par Cachalange Lab
le groupe Fétis et puis Argo Leg. Et cette démonstration visait l'avitaillement d'un navire H2, donc le catamaran à foil de Cachalange, donc avitaillement à terre de ce navire en hydrogène. Donc cet avitaillement s'est déroulé devant, en toute sécurité, bien sûr, là on est après, donc c'est pour ça que les personnes sont auprès, mais en toute sécurité devant des personnes, des observateurs, avec toute une explication pour expliquer voilà, les étapes réglementaires à bien suivre et puis tout le challenge technique aussi que cela revêt. Donc, et puis je vous remettais quelques informations clés, notamment les sponsors. Merci pour nous avoir soutenus pour cette nouvelle édition. Donc l'ADEME, Banque des Territoires, Iveco et Total Énergie. Et puis aux côtés des organisateurs, Lorient, Aglo et la région, nous avions donc d'autres partenaires techniques qui étaient aussi Bretagne Supply Chain, la CCI Bretagne, comme vous le voyez, et les personnes déjà citées. Donc je me permets de poursuivre avec des informations plus générales filières. Déjà une invitation. Une invitation pour que vous puissiez tous d'ores et déjà répondre à une étude formation et recrutement H2. Donc cette étude d'ailleurs vous avez été présentée lors du Brittany Day. Nous serions absolument ravis que vous puissiez tous donner votre avis. C'est important pour nous parce que cette étude va nous permettre de vraiment comprendre quels sont les besoins de formation et les besoins de recrutement aujourd'hui, mais aussi d'ici 2 ans à 5 ans, et en conséquence aussi d'apporter cette information aux écoles, voilà, tous les organismes de formation, que ce soit initial ou continu, pour permettre justement de répondre au mieux à vos besoins. Donc, au niveau du planning, c'est lancé. L'étude se terminera d'ici décembre, avec ensuite une restitution prévue en mars de l'année prochaine. Donc, au cas où vous n'ayez pas le lien, nous pouvons, Antoine va vous le remettre dans le chat. N'hésitez pas à répondre dès que possible pour que l'on puisse donc avoir le plus de résultats possible. Un petit focus aussi sur ce qui s'est passé les derniers jours. Donc, vous avez peut-être vu sur les réseaux, il y a eu la signature d'un Memorandum of Understanding avec l'Irlande. Donc, c'était France Hydrogène qui a signé ce document. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les Bretons étaient présents et l'idée, c'était d'illustrer les coopérations qui sont en cours avec nos ports, donc ports, mais aussi universités, entreprises. Donc la région Bretagne était présente notamment avec Brittany Ferries et au concept sur site. Donc les liens aussi sont réguliers avec le port de Brest. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces coopérations avec l'Irlande, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis de toute manière, nous allons poursuivre, nous, ce cadre de coopération via des choses très concrètes. Ça peut être très, très prochainement un webinaire, mais de manière aussi très certaine, une rencontre à l'occasion du salon Evolution, qui se tiendra du 27 au 29 janvier prochain. Donc, ce sera à Paris, porte de Versailles. Donc, autre information donc, à vous communiquer, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt de la société IGO qui donc va céder ses actifs, donc tout ou partie de ses équipements, comme vous le voyez indiqué sur la slide. Donc, IGO recherche aujourd'hui un acquéreur pour ses matériels et équipements. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à prendre contact avec Albin Popo, donc bien entendu son contact s'affiche ci-dessous, qui pourra vous renseigner plus avant sur les modalités de session. Autre information, c'est là plus un petit récapitulatif que je voulais vous proposer, parce qu'on fera aussi un point après sur les appels à projets de la région Bretagne. C'était vous rappeler qu'il y a des appels à projets mobilité qui peuvent être intéressants pour vous. Là, c'est donc Idéfort Mobility qui nous a permis de faire ce petit récap. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à contacter Pierre Servel, qui est chef de projet Innovation Europe
chez ID4 Mobility. Donc, un petit focus sur trois appels à projets, que vous connaissez certainement, mais juste pour rappel. Donc, il y a innovation et démonstration hydrogène. Donc, voilà, derrière, c'est celui de l'ADEME, mais sur la partie mobilité, c'est intéressant d'être bien accompagné. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous voyez aussi soutien au projet d'investissement pour produire en France les véhicules routiers de demain, etc., et leurs composants, c'est ça. Donc, là aussi, il y a un volet avec une thématique H2, donc à regarder de près. Et puis, innovation collaborative Bretagne. Donc, ça sera derrière l'appel à projet, donc compétences croisées de la direction de l'économie Bretagne. Mais là aussi, vous pouvez solliciter ID4 Mobility pour une présentation. Au niveau de la région, donc, nous avons 3 appels à projets qui viennent de sortir. Je vous présente là une synthèse. Néanmoins, donc, Maximilien Lemaine est à votre disposition, moi également, pour vous répondre, pour vous apporter des compléments d'information. Mais retenez en tout cas déjà que la date d'ouverture, c'est jusqu'en novembre 2026. Et donc, il y a 3 appels à projets. Le premier concerne les démonstrateurs d'usage maritime. Le second, les démonstrateurs d'usage terrestre. Et enfin, un démonstrateur de production et de conditionnement. Donc, conditionnement, c'est sous toutes les formes, et production, c'est les productions innovantes. Voilà, vous avez un petit peu de détails ci-après. Je n'ai pas le temps ce matin de détailler tous ces éléments, voilà, de prendre trop de temps, mais sachez simplement que c'est donc un financement FEDER. Et puis, voilà, nous sommes à votre disposition pour en discuter. Vous retrouverez les informations également sur le site de Bretagne Next et sur le blog Bretagne Hydrogène Renouvelable. Donc, tous les éléments seront en ligne d'ici aujourd'hui, et donc on va vous remettre au besoin aussi le lien dans le chat. Voilà, donc j'en ai fini avec les informations introductives. Je vais donc avoir le plaisir de laisser la parole à Thomas Renard, chargé de suivi de la flotte régionale pour la région Bretagne. Donc, Thomas, je t'invite à prendre la parole donc, pour nous présenter ce plan. Eh bien, bonjour à tous. Thomas Renard, je travaille donc à la région Bretagne au service des mobilités, direction des mobilités. Et j'ai la chance donc de travailler régulièrement avec Elodie et Maximilien sur les sujets hydrogène. Et comme tu le disais, Elodie, je vais essayer de vous présenter rapidement une stratégie, en tout cas la manière dont on essaye de décarboner notre flotte à l'échelle régionale. Et à l'issue de cette présentation, il y aura également une partie dédiée à la partie hydrogène en Bretagne. Donc voilà, je pense que vous voyez tous bien le slide que j'ai passé. Vous retrouvez ici une présentation très générale de la flotte régionale bretonne. Alors, qu'est-ce que c'est que la flotte régionale? C'est pas toujours facile, évidemment, à cerner. En fait, il s'agit des navires qui desservent les îles de la région, donc toutes les îles qui sont autour de la région Bretagne. Ces navires sont très variables, puisqu'il y a des gros navires qui vont jusqu'à 50 mètres, mais il y a également des tout petits navires euh, qui font des allers-retours sur des petites îles très proches du continent, comme l'île d'Ars ou comme l'île de Bréa. Et il y a également des navires de marchandises, euh, de taille variable également. On a donc 16 navires dont la région est propriétaire. Et comme la région en est propriétaire et qu'elle souhaite pouvoir transmettre ces navires avec les délégataires qui assurent les liaisons vers les îles de façon régulière et année après année, eh bien, la région a également la charge de remplacer ces navires et, et de projeter ce remplacement à des échéances assez longues. C'est pourquoi on a essayé de proposer des solutions pour décarboner notre flotte à moyen et à long terme, autant avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition qu'avec ceux qu'on aura, on l'espère tous, rapidement dans les années à venir à disposition. Ces navires, donc, comme il est écrit, sont exploités par des sociétés privées à qui on confie la gestion de la délégation. Et certaines de ces sociétés privées ont également des navires en leur
propres propriétés, qu'ils exploitent sur les mêmes lignes. Des données importantes au sujet des dessertes des îles et qu'il faut bien avoir en tête quand on se projette sur les futurs navires. D'abord, le trafic marchandises, qui est en constante évolution, régulière mais constante. Et ensuite, un trafic passager qui, lui, est stable. On va dire que globalement, l'été, on observe une légère augmentation, mais sur le reste de l'année, on observe plutôt une légère diminution. Donc, à l'échelle d'une année complète, c'est assez stable. Ça représente quand même 2,7 millions de passagers en 2024, dont 1,6 sur les seules îles du sud du Morbihan. Et comme vous le voyez écrit dans ce slide, le calcul de 2024 donne 18 kilotonnes d'équivalent CO2 d'émissions, en sachant que ce calcul ne concerne que l'exploitation des navires, hein. On ne fait pas rentrer dans ce calcul à ce stade la construction, la déconstruction des navires et tout ce qui va autour. On est sur les émissions d'exploitation. C'est bien pour ça donc qu'on a proposé une stratégie de décarbonation que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Alors, on voit ici un graphique avec deux marqueurs, deux objectifs qu'on reconnaît à 35 et 60, moins 35 et moins 70%. Ces objectifs correspondent peu ou prou à ceux du SRADET d'aujourd'hui, même si le SRADET est le SRADET de la région Bretagne, hein. Il n'est pas stabilisé, mais globalement pour les transports, c'est à peu près ce qu'on vise aujourd'hui. Et on a essayé de proposer des solutions qui permettent d'atteindre ces objectifs, puisque c'est quand même ça, in fine, ce qu'on cherche tous à faire. Alors, il y a 3 périodes. Il y a celle qui va jusqu'à 2030, c'est-à-dire demain pour nous, hein. 2030, c'est très vite. Atteindre les objectifs de 2030 à moins 35% d'émissions de CO2 à l'échelle des navires de la région qui desservent les îles, aujourd'hui, ça ne peut se faire qu'en utilisant du carburant alternatif de type biodiesel, biocarburant, on pourrait l'appeler du nom qu'on veut. Celui qui est identifié dans les navires qui est utilisable facilement, c'est le HVO, que vous connaissez certainement. En plus du HVO, on travaille sur des navires hybrides, on travaille sur une électrification progressive des navires à quai. On part dans les ports bretons aujourd'hui, on est assez loin, donc on a un gros travail à faire là-dessus sur l'électrification des quais, mais ça va se faire. Il y a un deuxième pas de temps, 2030-2040, où on espère pouvoir mettre en service des navires à hydrogène. Donc vous savez peut-être pas tout le monde, mais que la région Bretagne porte un projet d'envergure depuis longtemps déjà pour la mise en service de navires hydrogène dans le golfe du Morbihan, en particulier sur la desserte depuis Vannes de l'île d'Ars, pour ce qui nous concerne, puisque c'est sur cette desserte que nous sommes compétents. Et on espère bien pouvoir mettre ces navires en service à partir de 2030. On est évidemment sur un mix énergétique où l'hydrogène a sa place, mais pas seul. Il y a d'autres endroits, d'autres sites, en particulier sur les dessertes éloignées, des îles loin du continent, où à ce jour, les options qui sont ciblées sont l'électrification des navires, encore une fois, et donc des quais, et une assistance partielle à la propulsion par la voile. À l'horizon 2040, on se projette sur l'arrivée, cette fois-ci, de nouveaux carburants, peut-être la démocratisation de l'hydrogène. Également, on mise beaucoup d'espoir sur le e-méthanol, qui serait potentiellement assez facile, on va dire, toute proportion gardée, assez simple à mettre en œuvre sur nos navires. Cette arrivée d'e-méthanol, permettrait de décarboner très efficacement certaines de nos dessertes éloignées, hein. Je pense toujours aux plus complexes à décarboner pour nous, que sont les dessertes de Ouessant, de Belle-Île, de Groix et de Molène. Je vais passer à la slide. Avant de passer à la slide suivante, toute cette stratégie repose sur une réflexion qui doit être menée en amont de toutes les autres réflexions sur les carburants, ou sur l'électrification, ou sur les énergies. Cette réflexion, elle consiste à se poser les questions
dans le bon ordre, à savoir comment au mieux optimiser nos dessertes maritimes en termes de vitesse de déplacement, en termes de report modal, en termes d'amélioration, d'optimisation du taux de remplissage de nos navires. Parce que ce sont ces arguments-là qui vont d'abord nous permettre d'être efficaces et surtout qui vont déterminer derrière ce qui est faisable en matière d'énergie. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont faisables à certaines vitesses, mais pas à d'autres, qui sont faisables à certains rythmes de rotation, mais pas à d'autres. Ça s'inscrit également, bien sûr, dans une stratégie portuaire d'installation de nouvelles infrastructures, qu'elles soient pour l'hydrogène ou pour l'électricité en particulier. Pour faire un petit focus quand même sur l'hydrogène, puisque c'est quand même ici qu'on est réunis pour parler surtout de ça. Donc, je vous ai mis une petite slide avec le navire sur lequel la région Bretagne, en partenariat en particulier avec le cabinet, le bureau d'études Europe Technologies et SIAM aujourd'hui, ont travaillé pendant longtemps. Donc, c'est un navire qui est prévu pour desservir l'île d'Ars depuis Vannes en passager. C'est un avant-projet. Il est au stade d'avant-projet, pas plus que ça pour l'instant, mais on l'espère pouvoir avancer. Et ce navire est un navire aluminium, il fait moins de 24 mètres, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Il a la particularité, surtout, d'être prévu avec un stockage d'hydrogène compressé à 350 bars sous le pont. Et ce stockage sous pont nous a posé pas mal de questions pour des raisons réglementaires pendant plusieurs années et pour des raisons de faisabilité. On s'est demandé si c'était faisable. Aujourd'hui, grâce au travail conduit par la région Bretagne, mais SIAM, le cabinet qui a piloté l'avant-projet, et le bureau Veritas, on a fait un travail sur une année, là, depuis janvier de l'année dernière jusqu'à à peu près maintenant. Là, c'est pas tout à fait fini, mais ça va bientôt être fini. Un travail de balayage technique assez poussé sur la faisabilité du stockage sous pont en particulier, mais d'autres aspects de détail également, mais surtout du stockage sous pont. Et on a la confirmation que c'est possible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être envisagé, qui peut être accepté par les affaires maritimes sous les conditions et les réserves, évidemment, d'études nécessaires, en particulier sur des sujets d'explosivité, de cloisonnement et d'acide adapté. Mais autant il y a un an, on n'était pas certain que ce soit possible, autant aujourd'hui on l'est. Donc du point de vue de la région Bretagne, on est très satisfait de ce travail qu'on a conduit là pendant un an, puisque ça nous permet d'avoir la certitude qu'on peut faire ça, en sachant que l'énorme atout d'un stockage sous pont pour nous, il est de pouvoir transporter un maximum de passagers sur un navire qui soit le plus petit possible, puisqu'on a des petits ports, des petites dessertes, mais qu'on a beaucoup de passagers qui veulent traverser. Et donc, on ne peut pas se permettre, en fait, d'avoir des navires qui ne sont pas optimisés au mieux en termes de capacité de passagers, puisque ça aurait un impact très lourd sur le budget opérationnel et les capacités opérationnelles du navire. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Je vais passer à la slide suivante. Donc, encore une slide de précision sur ce que comporte ce projet de navire à passagers hydrogène à Vannes. Donc, comme vous le voyez, c'est un navire qui a commencé en 2021. Alors, je vois que l'heure passe, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Au stade où on en est aujourd'hui, je vous laisse lire ce qui est écrit. Au stade où on en est aujourd'hui, on a donc cette confirmation qu'on peut mettre de l'hydrogène sous le pont. L'étape d'après, qui doit encore être validée par nos élus, puisqu'il y a également un sujet financier, comptable, qui est quand même assez lourd, mais l'étape d'après qui doit être validée par nos élus à ce stade, c'est de lancer officiellement un grand marché d'appel d'offres pour la construction d'une vedette et pour la réalisation d'une infrastructure de chargement, de ravitaillement au port de Vannes. Les études sont en cours pour le côté port, études de faisabilité, études d'enveloppe financière. Côté navire, on est à peu près certain de savoir vers quoi on va, et donc on est prêt à rédiger un appel d'offres pour faire appel à des prestataires et à des bureaux d'études qui se lanceraient
à notre côté dans la réalisation d'une vedette. Alors, je vois qu'il y a une question sur la DG en pas. Effectivement, c'est un sujet essentiel. Je reviens sur Ilias, je vais plutôt m'arrêter là. C'est effectivement un sujet essentiel sur lequel il est important que je m'arrête. Dans ce travail qu'on a conduit depuis 1 an avec SIAM, avec le BV et avec la région pour les études relatives au stockage sous pont, on a pris soin, et ça s'est très bien passé, d'associer très étroitement tout au long de ce travail technique le Bureau Veritas, la DG AMPA en particulier, à Paris, et le CSN de Lorient. Ils ont été associés, ils ont pu poser les questions qu'ils souhaitaient, et on a pu échanger très étroitement sur les aspects techniques, les détails, vraiment rentrer dans les détails des choses. Et on est arrivé assez tous collectivement à la conclusion qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, qu'il restait une ASID, qu'il restait des études d'explosivité, plein de choses à faire, mais que le projet était viable tel quel, qu'il fallait le revoir dans les grandes lignes, même au niveau architecture, mais qu'il était viable. Et ce travail d'accompagnement qu'on a pu avoir avec la DG AMPA, on souhaite pouvoir le prolonger sur tous nos projets hydrogène. Et j'encourage tous les gens qui souhaitent travailler sur des projets hydrogène maritime à contacter et à associer le plus étroitement possible la DG AMPA. On est persuadé que c'est que comme ça que les projets peuvent aboutir. Je finis rapidement, Élodie. Vedette à passagers au port de Vannes. Donc, on a maintenant des certitudes sur un certain nombre de choses qui sont faisables techniquement. On a encore quand même des points, des inconnus, hein, les aspects non maîtrisés à ce jour. La formation des personnels. Bon, l'étude dont Élodie a parlé tout à l'heure permettra assez rapidement, je pense, de venir à bout de ce sujet-là, qui est un sujet juste de mise en place. Les durées d'approbation, donc ça, quand je parle de durée, c'est juste le processus qui permet de partir d'un projet, d'aboutir à un design final, validé, autorisé à naviguer. Il y a quand même un processus qui reste long, qu'on commence à maîtriser aujourd'hui, mais dont on ne maîtrise pas la durée, puisque ça dépend vraiment de chaque navire. Donc, cette durée-là, elle n'est pas maîtrisée, c'est pas grave, c'est un projet innovant, c'est pour ça qu'on y est. Le contexte réglementaire portuaire spécifique hydrogène, et je pense que Eric pourra peut-être nous détailler ça un petit peu plus dans l'intervention suivante. Et surtout, vous le savez très bien, le coût de la molécule renouvelable, sur lequel on a quand même aujourd'hui encore des incertitudes. On a des objectifs, mais on a quand même des incertitudes qui font qu'on maîtrise mal les projections d'OPEX à 10 ans, même à 5 ans, sur ce type de navire. Voilà, j'ai terminé, Élodie. Je te rends l'antenne. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Et à votre disposition pour si vous avez des questions sur le chat, je suis là pour y répondre. Oui, Thomas, merci pour ton intervention, c'est très clair. Les slides, de toute façon, sont disponibles pour chacun. Et puis, effectivement, il y a quelques questions qui t'ont été posées dans le chat. Je t'invite à y répondre tranquillement et on y reviendra peut-être tous ensemble si on a le temps après les interventions. Donc, Eric Zwimak, effectivement, on est intéressé d'avoir votre point de vue et votre apport pour nous éclairer sur les projets, enfin les dangers et risques et technico-opérationnels pour toujours mieux gérer les projets H2. Donc, je vous laisse la parole. Donc, pour rappel, vous êtes adjoint-chef de pôle des territoires pour le SDIS 56. Je vous en prie. Bon, merci Madame Boileau. Bonjour à toutes et à tous. Donc une présentation des dangers, risques et techniques opérationnelles liés au projet de développement de l'hydrogène et surtout des batteries lithium-ion qui sont des sources d'énergie associées à ce développement de projets hydrogène. Donc je vais d'abord, c'est une présentation en 4 temps, hein. Je vais d'abord vous présenter rapidement les missions du SDIS. Je présenterai très rapidement la méthode de travail qu'on met en œuvre pour essayer de nous acculturer à ces nouvelles énergies.
Ensuite, je parlerai un peu des outils qu'on développe pour prévenir et aider à la décision pour faire face à ces nouvelles menaces. Et enfin, je terminerai avant une conclusion par une présentation rapide également de l'adaptation de nos techniques de lutte face à ces nouvelles technologies. Donc, pour commencer, les missions et les compétences du SDIS, le SDIS, il a une compétence exclusive, c'est la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. On concourt avec d'autres professionnels à la protection, à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'au secours d'urgence. Il faut surtout retenir que notre exercice, c'est le travail dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire et du préfet, faire prévenir et faire cesser les sinistres et les catastrophes. Comment est-ce qu'on essaye de s'acculturer, nous, à ces nouvelles technologies et ces nouvelles sources d'énergie? Eh bien, on est parti dans l'idée d'améliorer nos connaissances sur les effets thermiques, la toxicité des fumées, la production de gaz inflammables et toxiques, et les particules fines et les effets missiles que pourrait générer un feu impliquant des batteries, notamment lithium-ion, en lien avec la technologie hydrogène. On a choisi pour travailler sur cet aspect-là de développer ces sujets en nous appuyant sur des partenariats historiques. Depuis très longtemps, en fait, le SDIS 56 est basé dans le Morbihan avec une proximité importante de nos services auprès de l'UBS et pour les villes jumelées Lorient avec nos collègues allemands de Ludwigshafen, il y a également depuis très longtemps un partenariat technique qui s'est développé autour du risque chimique, du risque feu de navire et puis du secours routier. Et nos collègues allemands ont également vu comme va se déployer sur l'agglomération lorientaise des bus à hydrogène. Et on a donc souhaité travailler dans cette collaboration UBS, pompiers de la ville de Ludwigshafen et SDIS 56 sur cette réflexion autour du développement des bus hydrogène dans nos agglomérations respectives. Et puis, on essaye de développer cette connaissance des risques en nous cadrant sur ce qu'est la prévention des risques technologiques majeurs. Ça passe tout d'abord par le souhait et un travail de réduction du risque à la source. C'est souvent le travail et l'objectif des études de danger. La planification des secours, c'est-à-dire comment on s'organise pour faire face lorsque la prévention a échoué. L'information préventive des populations, c'est également quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ça s'associe inévitablement avec la gestion et la maîtrise de l'urbanisation. Donc, voilà un peu la méthode rapidement expliquée de notre travail. Donc, c'est de la collaboration et c'est un travail cadré par la politique préventive des risques majeurs développée en France. Donc, le premier travail qu'on a mené avec l'UBS, nos collègues allemands et nous, SDIS 56, ça a été un travail sur le déploiement des bus à hydrogène donc dans l'agglomération lorientaise. Ils vont arriver, ou ils arrivent d'ici la fin de cette année 2025, et nos collègues allemands en sont déjà dotés depuis au moins une année. Donc, le stage qu'on a proposé à nos collègues de l'IUT, c'était un stage d'évaluation des risques liés aux bus hydrogène dans les dépôts de Lorient et de Ludwigshafen. Donc, des modélisations d'accidents et de différents sinistres ont été réalisées. Ce qu'on peut retenir de ce travail en point technique, on a pu clairement identifier les risques spécifiques que l'on pourrait rencontrer en cas de sinistre sur un bus à hydrogène. C'est la torchère d'hydrogène. Particularité de cette flamme, elle est invisible et rayonne très peu. Donc, elle nous oblige à une adaptation de notre technique opérationnelle. C'est également, une des grosses problématiques, c'est l'emballement thermique des batteries, avec production de toxicité, de fumée importante et également présence de particules fines. On a également pu voir l'intérêt et l'importance de disposer de bassins de rétention pour les eaux d'extinction, puisque ce seront des eaux chargées en métaux lourds et
la conception des dépôts était différente en France et en Allemagne. En Allemagne, ils sont beaucoup plus que nous assujettis à des risques de gel et ils prévoyaient de stocker leurs bus à hydrogène dans des espaces clos. Donc, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Et puis donc, ce stage a mis aussi en avant des recommandations, l'installation de détection hydrogène fixe, une ventilation et développer la logique ATEX dans certaines zones de bâtiments, la formation spécifique aux dangers de l'hydrogène, des gens qui allaient travailler autour de ces bus, et puis des sources d'accidents et d'exercices communs nécessaires, et puis ensuite une réflexion également sur des effets dominos, le lieu de stockage, à proximité de réseaux routiers, la station de remplissage, où est-ce qu'elle se situe et est-ce qu'elle n'est pas à proximité d'autres endroits qui peuvent également apporter des dangers. Et donc, sur les bases de ce premier travail, qui était plutôt un travail lié à un outil permettant de réduire le risque à la source, en y associant la personne qui va gérer les bus, qui va les mettre à disposition, qui va les faire circuler. Sur l'année 2025-2026, on travaille avec l'NCBS filière hydrogène pour essayer dans la même dynamique donc, de travailler avec l'université, nos collègues allemands et nous, sur le développement d'un tableur qui nous permettrait de disposer de 4 informations. On voit qu'on a besoin d'avoir, dans un outil d'aide à la décision, quels sont les effets d'un sinistre qui mettrait en cause un stockage d'hydrogène ou des batteries lithium-ion. Quelle serait l'intensité des phénomènes en fonction de la quantité et du poids des batteries, du stockage d'hydrogène, ces intensités de phénomènes thermiques, toxiques et de surpression liées à un sinistre, si on avait une explosion du réservoir d'hydrogène, par exemple, avec une possibilité également de cartographier ces effets. Et puis, un des autres éléments de cet outil d'aide à la décision, de ce tableur, c'est la cinétique de l'accident. Combien de temps le sinistre va durer? Et puis, à l'aide de ces 3 informations, les effets, l'intensité des phénomènes et la cinétique de l'accident, c'est d'essayer de mettre en place et de proposer des mesures de protection pour faire face à ces différents effets thermiques, toxiques et de surpression qui mettraient en cause de l'hydrogène ou des batteries lithium-ion. Bon, voilà, les résultats, ils sont relativement simples à envisager. Ce sont les flux thermiques habituels, 3 kW par mètre carré, 5 kW par mètre carré. C'est les effets significatifs, les effets létaux et puis les effets où en fait, on aurait les premiers blessés. Voilà. Donc, ce travail avait déjà été commencé l'année dernière et là, on a un nouveau groupe d'étudiants qui va tenter de le finaliser, de poursuivre sa construction. Et puis, en fait, pour finir, cette partie-là, en tout cas, un petit zoom sur l'adaptation de nos techniques donc, de lutte. Notre priorité essentielle, c'est la sécurité de nos interventions, de nos intervenants. Pardon. Donc, première chose, notre commandant des opérations de secours, alors c'est l'acronyme COS, il doit garantir la sécurisation de sa zone d'intervention, compte tenu du contexte, notamment sur les accidents routiers, puisqu'on est d'abord là en train de travailler sur le risque hydrogène et les bus, et le risque d'accident que peut générer ce type de sinistre. Il est garant également de la sécurité des victimes et des intervenants, évidemment, au regard des énergies embarquées et du risque d'instabilité du véhicule. Et donc, il va avoir comme préoccupation et comme première mission de sécuriser les intervenants en neutralisant les équipements et les équipements de sécurité type airbag ou d'autres matériels présents dans l'habitacle, notamment avec les faisceaux électriques maintenant sur les véhicules électriques, c'est des préoccupations importantes. Si on a affaire à un feu de véhicule, on va traiter ce feu avec des actions plutôt offensives sur l'habitacle et un refroidissement massif de la source d'énergie. C'est-à-dire qu'on va d'abord se préoccuper de refroidir notamment la citerne de stockage
de l'hydrogène, et on va traiter le feu de l'habitacle comme on traite un feu de véhicule classique. L'attaque de ce type de véhicule s'effectue dans des conditions et dans des périmètres particuliers pour éviter, si on a une explosion, d'avoir nos personnels dans un cône de diffusion plus probable des effets missiles. Et donc, notre approche également sur les feux de véhicules électriques, elle se doit pragmatique. C'est-à-dire que notre principale difficulté, si on a un feu de batterie lithium-ion, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre. On n'a pas de technique réelle, efficace pour l'éteindre. Donc, il faut penser à des actions, cette fois-ci, beaucoup plus défensives, c'est-à-dire immerger le véhicule. Parce qu'à certains moments, l'échauffement des batteries ne peut pas être stoppé par un moyen d'extinction particulier. Ou alors, il faut pénétrer dans le bloc batterie, mais c'est relativement difficile. Certains véhicules en sont équipés, mais ce n'est pas la généralité. Et puis ensuite, on a sur les actions notamment de secours routier, des règles de sécurité particulières à faire appliquer. Voilà. Donc, en conclusion, ce que on peut voir apparaître aujourd'hui, c'est une complexité croissante des risques technologiques liés aux nouvelles énergies. Et ça nous impose donc une adaptation de nos pratiques. La coopération des différents acteurs, elle est essentielle à notre avis pour développer des outils de gestion de crise. Voilà. Comment est-ce qu'on traite la partie réduction du risque à la source et la partie prévention? Et ensuite, pouvons-nous disposer d'outils d'aide à la décision qui permettront, en premier lieu, d'avoir des périmètres de sécurité qui nous garantissent qu'on assure la protection des personnes. On voit bien aussi que la réglementation n'avance pas aussi vite que les évolutions technologiques en lien avec les nouvelles énergies, notamment sur l'hydrogène, ce qui rend les initiatives locales d'autant plus cruciales. Si localement, on peut nous-mêmes voir des choses et améliorer des solutions, je pense qu'on gagnera du temps. Et puis, la modélisation des effets, leur intensité et la cinétique est un levier puissant pour anticiper et gérer les sinistres. Et la semaine dernière se tenait un séminaire au bataillon des marins-pompiers de Marseille sur les risques maritimes et portuaires. C'était le 15 octobre dernier, où justement les incendies de batteries lithium-ion ont été reconnus comme enjeux majeurs de sécurité maritime. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs sinistres mettant en cause des chargements où on avait affaire à des véhicules dotés de batteries lithium-ion et des sinistres extrêmement complexes à arrêter et à éteindre, notamment lorsque les navires sont en mer. Donc voilà un peu rapidement dressé nous ce que l'on fait actuellement et on est vraiment dans l'attente de développer toujours des partenariats et de l'acculturation à ces types de risques. Merci beaucoup, Eric. J'invite les personnes qui auraient des questions à poser à Eric du coup, les indiquer dans le chat, voilà, pour qu'on puisse y répondre soit au cours des interventions, soit lors de l'échange de fin de webinaire. Sinon, donc, j'ai le plaisir d'accueillir désormais, alors ce n'est pas bien entendu Jean-Christophe, c'est Justine qui va prendre la parole pour présenter les activités de la Minac Énergie. Justine, donc je vais me permettre de vous laisser vous présenter et puis donc pour avoir votre éclairage sur le système EcoPro, système d'électrolyse injectant l'hydrogène dans les moteurs thermiques existants. Je vous en prie. Merci Elodie. Effectivement, on a eu un petit changement de dernière minute. Donc, je suis Justine Saint-Hilaire de la société la Minac Énergie également. On est une société de conseil en innovation autour des thématiques de transition énergétique et de décarbonation. Donc, on travaille sur du montage et du portage de projets d'innovation et également à du développement commercial de technologies autour de ces thématiques-là. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une des technologies qu'on importe en France actuellement qui s'appelle EcoPro. EcoPro, c'est une solution d'injection pilotée d'hydrogène dans les moteurs. Et aujourd'hui, on croit vraiment en son potentiel pour le secteur de
du transport maritime et de la pêche. Donc, plus concrètement, on parle ici d'un système d'électrolyse que vous voyez sur l'image à droite, qui injecte une micro-quantité d'hydrogène à la demande dans l'admission d'air du moteur. Et cet ajout d'une toute petite quantité d'hydrogène permet une combustion plus complète du carburant et permet ainsi de baisser la consommation de carburant. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur des navires sur lesquels la techno est déjà installée au Royaume-Uni, c'est une baisse de 5 à 15% de carburant. Et donc, la conséquence qui découle de ça, c'est une baisse des émissions de CO2 et de SOx. Cette injection d'H2 permet aussi une réduction des émissions d'oxyde d'azote et des hydrocarbures non brûlés, donc ce qu'on peut voir sous forme de particules fines dans les fumées des navires. Et un autre constat qui est fait sur les navires où cette techno est installée, c'est un moindre encrassement moteur et donc une réduction des besoins en maintenance. Globalement, ce qui nous intéresse vraiment dans cette technologie, c'est que c'est une solution de transition pour la décarbonation du transport maritime, donc une solution transitoire avant l'arrivée des futurs navires à propulsion hydrogène, électrique, etc. Le fonctionnement est finalement assez simple. On a une carte électronique qui module le signal envoyé aux électrolyseurs, qui sont ces tubes que vous voyez au centre de l'écran, qui modulent le signal pour moduler la production d'hydrogène en fonction du régime moteur et de sa consommation de carburant à un instant T. Donc, on est vraiment sur une injection à la demande, une production d'hydrogène à la demande et une injection instantanée ensuite dans le moteur. La production d'hydrogène, elle se fait à partir d'eau de solution qui comprend notamment de l'eau déminéralisée, et l'injection se fait ensuite dans le moteur. Donc, on n'a ici aucun stockage d'hydrogène et tout se passe à pression ambiante. Aujourd'hui, le système est développé par une société anglaise qui s'appelle Ecomotus. Ils ont en Angleterre le système déployé sur un certain nombre de navires, grâce à un type approval de la société classe RINA qui leur permet de le déployer. Et voilà, donc on travaille à répliquer ça en France. Ce qui est intéressant globalement avec cette techno, c'est qu'elle peut être installée sur tout type de moteur à combustion interne. Elle est dimensionnée sur mesure en fonction de la consommation maximale horaire du moteur. Donc, on compte un module, donc un module d'électrolyse, un tube pour 10 à 12 litres de consommation horaire maximum. Donc, c'est une solution qui est assez compacte et qui peut s'installer dans, a priori, en tout cas, de ce qu'on voit aujourd'hui, n'importe quelle salle machine. L'installation est rapide, donc il n'y a pas d'immobilisation du navire à plus d'une ou deux journées. Et aucun stockage d'hydrogène. Donc, en tout cas, sur les navires sur lesquels le système est déployé, on s'affranchit de certaines règles qui peuvent rendre l'utilisation d'hydrogène extrêmement complexe sur les navires. Aujourd'hui, je disais, on a une approbation RINA. Les certifications sont en cours auprès de Lloyds BV et DNV, avec des démarches qui sont quand même assez longues, mais tout ça suit son cours. Des études ont été faites sur banc d'essai, notamment pour mesurer la réduction des oxydes d'azote, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour le transport maritime. On voit sur le graphique de gauche, selon la charge moteur, une réduction plus ou moins conséquente des NOx, mais globalement entre 20 et 45%. Et donc, c'est un vrai potentiel pour réduire aujourd'hui les émissions d'oxyde d'azote pour le transport maritime, en particulier dans les zones d'émissions contrôlées. Quelques retours d'expérience sur des navires équipés. Donc aujourd'hui, il y en a une vingtaine au Royaume-Uni et au Canada. On parle principalement de navires de pêche, mais quelques navires d'opération de type CTV. Avec, comme vous voyez dans la liste, différents moteurs. Donc, le système s'installe vraiment sur
tout type de moteur existant, avec, sur les exemples listés là, des consommations de carburant réduites entre moins 10% et moins 20%. Et pour les NOx, sur le kit Petra, moins 67% qui ont été mesurés. Pour conclure, je vous propose de zoomer sur 2 navires sur lesquels le système a été installé. Ce CTV au Royaume-Uni, le Commodore, avec une installation qui remonte à mars dernier. C'est un navire qui a 2 moteurs Cummins avec une consommation moyenne de 70 litres/heure, qui navigue 8 heures par jour et 250 jours par an. Aujourd'hui, le gain qui a été constaté sur ce navire en 3 mois d'installation, c'est 16 000 € de réduction, 16 000 € d'économie de carburant. Donc, le système est assez rapidement amorti et les gains sont vraiment constatés de façon immédiate. Globalement, c'est un système qui... le ROI va être plus le navire va passer d'heures en mer dans l'année, plus le retour sur investissement va être constaté rapidement. En général, on a entre 1 et 3 ans de durée de retour sur investissement. Sur un chalutier, donc vous voyez sur les images le système qui a été installé avec les différentes tuyauteries jusqu'à l'admission d'air. Ça, on est sur un chalutier sur lequel le système a été installé en 2022 sur une consommation moyenne similaire de 70 litres/heure avec un unique moteur. En 3 ans d'opération, on est sur 102 000 € d'économie de carburant constatée par l'armateur. Globalement, aujourd'hui, on travaille sur un projet de démonstrateur avec un armateur du Guilvinec, avec le comité régional des pêches, pour réussir à installer sur un premier navire français ce système et mesurer plus précisément les gains, puisqu'on aimerait pouvoir faire cette mesure en fonction des phases de travail, des différentes phases de travail du chalutier en question, en prenant en compte les contraintes météorologiques, donc voir les gains de carburant aussi en fonction des conditions de vent, de courant, etc. Donc, pousser cette analyse des gains, des économies de carburant encore plus pour avoir une compréhension vraiment poussée des situations dans lesquelles ce système permet les meilleurs gains. Et ça sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation d'un système transitoire, mais néanmoins fort intéressant pour économiser faire baisser le CO2 et puis économiser de l'énergie. Je vous invite, alors il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, donc je vous propose qu'on y réponde juste tranquillement, et puis ensuite on conclura ce webinaire. Donc je vois une question qui vous est adressée. Justine, quel est l'ordre de grandeur de CAPEX du système? Il faut compter à peu près 5 000 € par module d'électrolyseur. Et donc, ça va dépendre en fait de la consommation du moteur. Sur un moteur, là, le dernier exemple que je citais, qui consommait 70 litres/heure, il faut compter 6 électrolyseurs, et donc à peu près 30 000 € d'investissement. D'accord. Et une seconde question qui vous demande si le gain a été mesuré sur des moteurs neufs. Oui, il l'a été, notamment sur banc d'essai. Le sujet, c'est que les moteurs neufs ne sont pas du tout encrassés et que le gain principal de la solution vient du désencrassement du moteur, et que sur un moteur neuf, ces gains du coup sont moindres. On serait plutôt aux alentours de 5%, enfin de la fourchette basse que je mentionnais tout à l'heure. Et globalement, c'est une solution qu'on cherche à déployer plutôt sur des moteurs existants, puisque les motoristes font preuve d'une certaine réticence
à travailler avec des systèmes comme ça. Donc, on vise plutôt des moteurs hors garantie qui ont déjà un bon nombre d'heures en mer à leur actif. Tout à fait. Et alors, une double question de Philippe Mandin sur la puissance nominale d'électrolyse pour le module. Et donc, il demande s'il s'agit bien d'un générateur HHO, qu'on a aussi parfois ainsi. Alors, sur la puissance nominale d'électrolyse, je n'ai pas la donnée en tête. C'est quelque chose que je pourrais regarder et vous transmettre dans un deuxième temps. D'accord. Et on vous communiquera les coordonnées de M. Mandin. Oui, d'accord, parfait. Je transmettrai ça. Et donc, sur le point du générateur HHO, c'est bien alors, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est que le générateur HHO, mais je serais ravie de... On précisera, il me semble que c'est une autre dénomination possible. Je voyais aussi une petite question plutôt... voilà, non, c'était tout, je crois, sauf si vous avez d'autres questions à poser. Voilà. Donc, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, ce que je peux vous indiquer de toute façon, c'est que les éléments vont être partagés et les contacts aussi des intervenants. D'accord ? Donc, je présente l'agenda. Si d'ici là, quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Donc, merci en tout cas à tous les intervenants pour vos présentations. Et l'agenda des temps à venir, donc de novembre-décembre, donc le 21 novembre, nous aurons à nouveau un H2 Breakfast. Le planning, enfin le programme complet ne va pas tarder à sortir. Le 26 novembre, je vous invite à réserver votre date, d'ailleurs 2 jours de suite selon vos disponibilités. Le 26, nous serons au Mans pour une réunion tri-régionale des filières hydrogène Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Et donc, ce sera l'occasion pour nous d'avoir des interventions le matin d'entreprises des 3 régions qui ont des projets innovants, qui souhaitent surtout nous faire part de leurs dernières avancées. On aura aussi une intervention de l'ADEME et puis une restitution de l'étude bassin H de Grand Ouest avec donc les élus référents pour chacune des régions qui seront présents et qui interviendront. L'après-midi, nous aurons des visites de sites. Nous serons notamment à l'Automobile Club de l'Ouest, et puis on pourra échanger avec Blue Spirit Aero, donc ceux qui portent le projet d'avion H2. Voilà, donc ce sera une belle journée. La communication va pas tarder à sortir. On vous met ça, bien entendu, avec Antoine en ligne sur le site, et puis un petit mail aussi d'inscription. Le 27 novembre, nous aurons un comité des partenaires qui est donc organisé par la région Bretagne, et celui-ci va se tenir à Ploufragan. Donc, de même, là, Maximilien Lemaine ne va pas tarder à vous envoyer tous les éléments pour vous permettre de bloquer la date, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Le 4 décembre, ensuite, nous nous retrouverons, pour ceux qui sont intéressés, à Belfort pour la 5e édition du Forum Hydrogène Business for Climate. Ensuite, 4 et 5, il y aura le regroupement Brace Transition, le salon Brace Transition à Quimper, avec une belle initiative portée par la région quimpéroise autour notamment du stockage d'énergie. Donc, on retrouvera beaucoup d'entreprises finistériennes à l'occasion de ce salon. Le 16 décembre, vous avez, pour ceux qui sont concernés, reçu l'invitation à l'Assemblée générale de France Hydrogène à Paris. Et puis le 18 décembre, donc, nous organiserons à Saint-Malo la rencontre semestrielle filière hydrogène renouvelable. Donc, ce sera l'occasion pour nous de faire une restitution de l'étude qui est en cours, qui est l'étude Waste to H2. Donc, une étude qui vise à auditer, comprendre et évaluer le potentiel de transformation et des déchets sur le port de Brest pour produire de l'hydrogène, soit par pyrogasification, soit par vaporeformage, excusez-moi. Et donc, c'est un projet qui est réalisé dans un cadre européen, le cadre du projet Ready Ports, et donc qui
prend comme cas d'étude le port de Brest. Donc, nous aurons le plaisir de vous présenter le 18 les résultats de cette étude, point de vue réglementaire, business plan et réplicabilité. Donc, à cette occasion, nous aurons aussi une présentation par Angélique Guillotot du projet StatMobi, donc station mobile itinérante. C'est un projet de station qui va être positionné successivement sur les ports de Saint-Malo, puis Brest et ensuite Lorient, et qui vise à approvisionner des besoins de logistique portuaire le temps d'un test d'environ 1 mois. Donc, ce test démarrera d'ailleurs au mois de mars prochain à Saint-Malo. Voilà, donc on pourra à ce moment-là vous en dire plus. Écoutez, donc, je vous invite à réserver votre date, et puis dernier point, ceux qui sont intéressés, donc Salon Évolution, 27 au 29 janvier. On a déjà beaucoup de personnes qui se sont manifestées pour participer au stand Bretagne. Donc voilà, si ça vous intéresse, ne tardez pas à revenir vers nous. Voilà, il est 9h30. Je pense que nous avons tous les éléments qui ont été présentés. Et puis, je vais donc vous souhaiter une très bonne journée. On va regarder s'il y a encore des petits échanges. On vous répondra directement. Et puis, je vous dis au 21 novembre prochain pour le prochain Age de Breakfast. À très bientôt. Merci. Bonne